Bonjour amis internautes, merci. Ici c'est E-News 24 Grand Journal dans le café des Grands Journaux. Avec Eric Momba, nous allons parcourir l'actualité. Nous choisissons l'actualité la plus intéressante de la République démocratique du Congo pour ces jeudis. Et aujourd'hui, comme vous le savez, comme tout le monde l'a vu dans l'étoile, c'était les deux juges, les juges qui ont... D'abord, il y a eu prestation de serment, des juges qui ont été ordonnancés par le chef de l'État. Et puis nous avons la marche et le refus à Vital Kamerhe de sa liberté provisoire. Et avec Eric Momba, nous allons un peu parcourir et voir et tout ça, un peu d'éclairer les lanternes pour apaiser nos amis sur la toile. Bonjour Eric Momba. Bonjour cher Denis. Eric Momba, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a encore Vital Kamerhe qui renaît. Vital Kamerhe arrêté, pas arrêté, condamné, pas condamné, mais Vital Kamerhe se retrouve en train de demander une liberté provisoire. Est-ce qu'il en a le droit? Oui, Vital Kamerhe, je rappelle qu'il a été condamné à des peines très lourdes, 20 ans de prison, 20 ans de travaux forcés, comme on l'a dit, avec beaucoup d'autres peines très lourdes. Alors, a-t-il le droit de demander la liberté provisoire? Oui, il a le droit de demander la liberté provisoire, puisque la liberté, c'est la règle même. Donc, toute personne, Dieu, en créant l'homme, l'a créé libre. Donc, quelle que soit la situation, quelles que soient les conditions, l'homme cherche toujours à être en liberté. Et dans le cas qui nous concerne, la loi donc donne à Vital Kamerhe le droit de solliciter la liberté. Mais pourquoi ce refus, encore une fois? Parce que on nous a dit que quand vous faites appel, ça signifie tout reprend à zéro. Et parce qu'il a enlevé les droits, pourquoi le refus? Oui, l'appel est suspensif, comme on le dit en droit. Il clame son innocence, c'est-à-dire il n'accepte pas la décision rendue par le premier juge du tribunal de grande instance de la Gombe, qui l'a condamné à 20 ans de prison. Il est allé en appel et comme l'appel est suspensif, le procès continue. Alors, il a demandé la liberté provisoire à la cour d'appel, chez le deuxième juge. Il a refusé, c'est comme ça qu'il a saisi la cour de cassation, malheureusement, hier, qui a rendu son arrêt, refusant une fois de plus à Vital Kamerhe la liberté provisoire. La question maintenant, c'est pourquoi? Pourquoi ce refus? Pourquoi ces refus? Pourquoi ces refus répétitifs? C'est répétitif. Oui, pourquoi? Alors, toute décision est motivée. Je n'ai pas lu la motivation de la décision d'hier, rendue par la Cour de cassation hier, mais ce que je peux dire par expérience, si Vital Kamerhe avance les mêmes raisons qui ont fait que le juge antérieur lui refuse la liberté provisoire, s'il n'a pas des éléments nouveaux à apporter dans les décisions, le juge actuel risque, je ne sais pas s'il faut appeler ça risque, mais dans le cas de Vital Kamerhe, le juge risque de se baser sur les mêmes raisons qui ont motivé le refus de ses autres collègues pour lui refuser la liberté provisoire. Je pense que nous sommes dans ces cas. Et autre détail important, Vital Kamerhe a déjà été condamné. Donc c'est une personne qui a déjà été condamnée au premier degré, même si nous disons que l'appel est suspensif, mais le jugement là a été tellement motivé que ça risque d'être considéré en tant que tel par les autres juges. Mais c'est comme si c'est agaçant. Quand est-ce que ça s'arrête? Si vous avez une idée, les demandes de liberté provisoire, c'est illimité? Quand est-ce que ça peut s'arrêter? Non, c'est inhérent à la nature de l'homme de rechercher la liberté. Tu vois, même quand un criminel, lorsque le policier met la main sur le criminel, s'il a une minute de distraction de la part du policier, il fuit. Pourquoi? Puisque c'est inhérent à l'être humain d'être libre. Donc on ne pourra jamais lui dire que c'est fini, vous ne pouvez plus solliciter la liberté. Donc tant qu'il sera en détention, autant qu'il sera emprisonné, il recherchera toujours de recouvrer la liberté. C'est un réflexe naturel en tant qu'être humain. Mais entre-temps, il y a une marche de soutien à Vital Kamerhe qui s'organise déjà demain, et aujourd'hui c'est le 6. Et
Vous pensez que ça pourrait influencer certaines décisions? Parce que cette fois-ci, il y a eu quand même beaucoup de mobilisation dans la population. Bon, ce n'est pas la première fois. Hein. Vital Kamerhe, c'est quand même un leader qui a une assise populaire dans l'opinion publique de la RDC. Et ce n'est pas la première fois que ses partisans ont manifesté pour réclamer sa libération, ou sa liberté provisoire, ou sa liberté tout court. Mais le juge est soumis à une seule autorité, l'autorité de la loi. Le juge ne peut pas baser ses décisions sur des pressions, d'où qu'elles viennent de l'opinion publique ou qu'elles viennent d'une autorité politique ou autre. Le principe, c'est que le juge prend ses décisions sur base de son intime conviction et en se référant à l'autorité de la loi. Et par conséquent, toutes ces marches, du point de vue du droit, n'apporteront aucune solution. Mais non, parce que c'est quand même la population et le peuple, quand la majorité de la population pense que, afin d'apaiser un peu la situation politique en République démocratique du Congo, Kamerhe pourrait être quand même la voix des peuples pour être entendue. Oui, c'est tout ce que la population fait, pour tout être humain, les amis, connaissances, la famille, c'est tout à fait normal. Ça, c'est la compassion. Ça, c'est peut-être les sentiments, peut-être les humeurs, l'amour qu'on a envers Kamerhe, les soutiens qu'on lui porte, etc. Mais les juges, les droits ne fonctionnent pas sur base des sentiments, ni sur base d'humeur, ni sur base de la compassion, d'apathie ou d'antipathie. Non, ça c'est le droit est dit sur base de l'intime conviction du juge par rapport à l'autorité de la loi et aux éléments dans le dossier. C'est tout. Donc, toutes ces marches n'apporteront aucune solution. Les marches n'apporteront aucune solution, mais nous attendons toujours le jugement qui a été projeté à une date ultérieure. Mais nous avons encore sur notre table les nominations, c'est-à-dire la prestation des serments. Après nomination, bien sûr, des ordonnances du chef de l'État, nous avons constaté des absents. Parce qu'il y a eu prestation des serments des magistrats qui ont été promus et qui ont été nommés en même temps. Il y a eu deux absences. Il y a eu l'absence des deux magistrats, de grands magistrats, Jean Umboulou et Noël Kilomba Ngomazi. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous pensez que leur refus pourrait être motivé par quoi? Ils ont écrit, hein, ce n'est pas des rumeurs, ils ont écrit au chef de l'État, ils ont évoqué deux raisons qui justifient leur refus de reconnaître leur nouvelle nomination, leur nouvelle affectation, et ils ont refusé d'aller prêter serment devant le président de la République en invoquant deux raisons. La première raison, c'est, ils ont dit le fait qu'ils n'ont pas été, consultés. Oui, donc ils ont été nommés sans être consultés. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, leur mandat à la Cour constitutionnelle est en cours. Donc, ils ont évoqué ces deux raisons et par conséquent, ils ont préféré, donc d'après eux, ils ont préféré rester à la Cour constitutionnelle plutôt que d'aller à la Cour de cassation, là où le président de la République vient de les nommer. Voilà. Entre-temps, revenons un tout petit peu parce qu'il fallait maintenant que nos internautes, nos téléspectateurs puissent enfin connaître, savoir quelle est la différence en fait il y a entre notre Cour constitutionnelle et la Cour de cassation. Parce qu'ils ont quitté, ils sont dans la Cour constitutionnelle. Ils sont dans la Cour ils sont nommés président à la Cour de cassation. Oui. La différence. Ce sont de très très hautes juridictions, la Cour constitutionnelle et la Cour de cassation. Alors les missions, pour comprendre la différence entre ces deux institutions, il faut peut-être voir quelles sont leurs missions. Alors la Cour constitutionnelle, parmi ses missions, elle est la juge du président de la République et du Premier ministre, et leur complice s'il y en a, selon les cas. Mais généralement, il n'y a que deux personnalités qui sont justiciables à la Cour constitutionnelle. En plus de cela, la Cour constitutionnelle est aussi chargée d'interprétation des lois
et d'autres actes légaux pour voir si elles sont conformes à la constitutionnalité. Parce que les ordonnances du président de la République, les différentes lois qui sont votées au niveau du Parlement et d'autres actes légaux doivent être conformes à la Constitution, qui est la loi mère. Alors, la Cour constitutionnelle, chaque fois, veille à la constitutionnalité pour éviter des dérapages. Une autre mission de la Cour constitutionnelle, c'est de connaître des contentieux électoraux. C'est-à-dire, chaque fois qu'il y a élection, on a vu ça la fois dernière, entre le Martin Fayulu et le président Tshisekedi, leurs équipes, leurs avocats, ils ont saisi la Cour constitutionnelle pour connaître ces conflits, ces litiges électoraux. Ça, ce sont les missions de la Cour constitutionnelle. Maintenant, quant à la Cour de cassation, son éventail de justiciables est plus large. Vous avez tous les ministres sont justiciables à la Cour de cassation. Tous les députés, tous les sénateurs, tous les gouverneurs de province et d'autres hautes personnalités sont justiciables à la Cour de cassation. Voilà. Et la Cour de cassation aussi, la différence de la Cour constitutionnelle, connaît aussi des délits du droit commun. On a vu par exemple dans le procès des 100 jours, on vient de parler de ça. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, Vital Kamerhe, ayant constaté que la liberté provisoire lui a été refusée partout, a saisi la Cour de cassation pour obtenir la liberté. C'est-à-dire que la Cour de cassation et la Cour constitutionnelle sont de très hautes juridictions, mais sauf que la Cour de cassation a plus d'éventail, beaucoup plus large en ce qui concerne le nombre de justiciables. Mais il y a aussi un autre élément que je pourrais mentionner en ce qui concerne la Cour de cassation. Puisqu'à la Cour les membres, les juges qui composent la Cour constitutionnelle, puisqu'on cherche à comprendre quelle est la différence entre les deux institutions, ne sont pas tous des magistrats de carrière à la Cour constitutionnelle. Vous avez 9 juges et parmi les 9 juges, vous avez 3 magistrats de carrière. C'est le cas de 2 magistrats, on va en parler. Ouais. Et vous avez 3 autres magistrats, 3 autres juges qui sont des juristes, mais sans être nécessairement des magistrats. Ils peuvent être des avocats, ils peuvent être des professeurs de droit ou d'autres juristes évoluant dans d'autres secteurs. Compte tenu de leur renommée, leur réputation, leur expérience, ils peuvent être nommés juges. Et vous avez 3 autres juges de la Cour constitutionnelle qui ne sont pas nécessairement obligés d'être juristes. Ils peuvent être d'autres formations scientifiques, mais compte tenu de leur renommée, leur réputation, leur expérience, ils peuvent être nommés aussi juges. Alors que à la Cour de cassation, tout le monde est magistrat de carrière. Ah, ça c'est la grande différence. Ouais. Maintenant, que pourraient être les conséquences de leur refus? Parce que déjà, l'opinion est divisée, l'opinion est vraiment divisée. Ils se disent que est-ce qu'ils ont raison ou ils n'ont pas raison? D'abord, ce qu'il faut, l'élément important qui n'a pas beaucoup été mentionné dans ce débat, c'est que, puisqu'on sent toujours l'ombre de FCC Cash là-dessus, on en parlera, mais l'élément le plus important qu'il faut mentionner, c'est que ces ordonnances du président de la République, en ce qui concerne ces 2 juges, le nomment à une promotion. Donc ils ont connu une promotion, c'est-à-dire ils ont été promus par le président de la République qui a fait d'eux des présidents à la Cour de cassation. Donc ce qui va se passer, c'est ça la question, ce qui va se passer, c'est que puisque l'ordonnance, les nommants, ils ont été nommés par une ordonnance présidentielle pour être à la Cour d'abord, puisqu'ils ont commencé à la Cour suprême de justice qui est devenue après la Cour constitutionnelle, suite à une ordonnance présidentielle. Et maintenant, il y a une autre ordonnance présidentielle qui vient de les enlever de là pour les affecter à une autre juridiction, à la Cour de cassation. C'est-à-dire, en droit, il y a un principe qu'on appelle parallélisme des formes. C'est-à-dire, les mêmes conditions dans lesquelles ils ont été nommés, c'est les mêmes conditions dans lesquelles ils ont été nommés ou relevés par la nouvelle ordonnance. Et comme on sait que l'ordonnance actuelle abroge les dispositions
antérieure, contraire à celle-ci, ça veut dire que, logiquement, ces juges, en refusant d'obtempérer ou en refusant de rejoindre leur nouveau poste d'affectation, se mettent dans une position de ce que je pourrais appeler démission volontaire. Donc ce qui va se passer, c'est que ils ont écrit la lettre qu'ils ont adressée au chef de l'État, même si sur le plan de la forme, cela constitue une indélicatesse, c'est-à-dire ils n'ont pas le droit de s'adresser au chef de l'État dans les conditions dans lesquelles ils ont fait, mais quand cela ne tienne, il s'agit d'une espèce de recours. Donc maintenant, on attend voir quelle sera la réponse qui va être donnée par le Conseil supérieur de la magistrature et les chefs de l'État pour voir ce qui va se passer. Mais d'ores et déjà, ils sont déjà dans une situation de démission volontaire et je pense que ce qui va arriver, c'est qu'ils n'ont plus d'affectation. Ils vont se retrouver dans les cas. Ils n'ont plus d'affectation et si la situation n'est pas bien gérée, ils perdront même le statut de magistrat. Ce qui leur reste dans les conditions actuelles, c'est leur statut de magistrat, puisque ce sont des magistrats de carrière qui sont encore magistrats, mais par leur refus d'accepter leur nouvelle affectation, sont maintenant sans affectation. Si nous étions dans l'armée, on parlerait même de la désertion, puisque les magistrats et les militaires, leur statut, ils sont à la disposition de la République. C'est-à-dire que l'État fait de toi ce qu'il veut à tout moment. Alors tout refus d'obtempérer à rejoindre ton nouveau poste constitue soit la démission volontaire, dans les cas des magistrats, soit la désertion, dans le cadre des militaires. Alors, voyons les raisons qu'ils ont évoquées, les deux raisons, mais s'il faut aller un peu plus loin, pourquoi vous pensez qu'ils ont plus préféré la cour constitutionnelle à la Cour de cassation? Pourquoi cette préférence? C'est une manipulation? Bon, si on s'en tient à la raison qu'eux-mêmes ils ont invoqué, la seule raison du fait que leur mandat est en cours, encore que là, il y a un problème puisque cette cour a été... eux, ils sont en fonction depuis 2004. Depuis 2014. Nous aimerions que vous nous expliquiez, en tout cas, un peu brièvement, comment ça fonctionne. Ils sont 9 magistrats, je crois. Ils sont 9. Ils sont 9 et ils sont en fonction, en ce qui concerne les deux juges dont nous parlons, ils sont en fonction depuis 2014. Et la loi prévoit la procédure. Là, il faut mentionner que c'est la Cour constitutionnelle. C'est la Cour constitutionnelle. Là, nous parlons de la Cour constitutionnelle, puisque dans d'autres juridictions, il y a cette règle dont nous parlons ne s'applique pas. C'est-à-dire à la Cour constitutionnelle, ils ont un mandat de 5 ans, un mandat de 9 ans, un mandat de 9 ans, sauf qu'il y a les cycles s'il faut parler de relèvement. Donc, ils doivent être relevés après un cycle de 3 ans. C'est-à-dire, chaque 3 ans après, par tirage au sort, 3 d'entre eux doivent partir et être remplacés par 3 autres. C'est-à-dire, ces 9 juges, on rappelle encore une fois de plus, ils viennent, 3 sont nommés par le président de la République, 3 sont nommés, doivent désigner par le Parlement réuni en congrès et 3 sont nommés par le Conseil supérieur de la magistrature. Et chaque fois par tirage au sort, après chaque 3 ans, ils sont 3 partent et sont remplacés par de nouveaux, ainsi de suite. Dans le cas de ces 2 juges ici, depuis 2014 qu'ils sont en fonction jusqu'à aujourd'hui, ce tirage au sort n'a pas eu lieu. Donc par conséquent, il faut se poser la question de savoir si ce tirage au sort, qui devrait déjà intervenir 2 fois, avait eu lieu, serait-il encore en fonction, oui ou non? Donc, pour dire que le cas pour eux d'évoquer le mandat en cours est vraiment hasardeux. Ça, c'est très important, il faut mentionner ça. Maintenant, pourquoi ils ont préféré la Cour constitutionnelle à la Cour de cassation? Nous avons dit dans notre introduction, Denis, que la Cour constitutionnelle est le juge ou la juge du président de la République. C'est-à-dire que même la procédure de mise en accusation du chef de l'État passe par là. C'est-à-dire quand vous êtes à la Cour constitutionnelle, en quelque sorte, vous avez le destin de la République entre vos mains.
Et maintenant, dans le cadre de la coalition, FCC cache, ces juges sont nommés par l'ancien président, Joseph Kabila, qui est encore le chef de la majorité au niveau du FCC. Alors, sont-ils manipulés? Agissent-ils de leur propre chef? C'est des questions auxquelles on se pose quand on sait qu'ici, il s'agit d'une promotion. Les gens promus et qui refusent. Oui, il s'agit d'une promotion. Et j'ai suivi... nous sommes des journalistes, hein, nous ne sommes pas ici en train de faire des leçons de morale aux juristes, puisque notre mission en tant que journaliste, c'est d'éclairer l'opinion. Et dans l'opinion, nous ne sommes pas en train de faire une émission spécialisée sur le droit. Non, ce n'est pas ce que nous faisons. Donc nous informons la plus grande masse dans laquelle il y a des personnes, des citoyens congolais, qui ont besoin d'être bien informés pour prendre de bonnes décisions en tant que citoyens. Alors, ici, il s'agit de juges qui sont nommés par l'ancien président de la République. Et quand on voit que les deux camps au sein de la coalition se disputent le contrôle du pouvoir, et tu sais qu'il y a des institutions. Ils symbolisent le pouvoir. C'est-à-dire que la personne, le parti ou le regroupement politique qui a le contrôle sur ces institutions-là contrôle l'effectivité du pouvoir. Et c'est le cas de la CENI. Il n'y a pas longtemps, on a assisté à beaucoup de polémiques autour de la désignation du président de la CENI. Et maintenant, c'est la Cour constitutionnelle qui est le juge du président de la République et qui est, même après les élections, c'est la Cour constitutionnelle qui doit confirmer les résultats définitifs pour permettre au nouveau président élu et aux députés nationaux et sénateurs d'entrer en fonction. Donc vous comprenez l'importance de la Cour constitutionnelle, et on se pose bien la question de savoir si ces juges ne sont pas manipulés, sauf que le tout ne se terminera pas en leur faveur. Et leur mandat, les deux, pour un peu éclairer, finissent, le mandat finit quand? Le mandat à peu près? En principe, je crois que c'est dans un mois, en principe. Donc ils ont préféré rester un mois. Ça nous ramène directement à savoir, est-ce qu'il y a eu, selon vous, influence politique qui a motivé ces refus? Bon, quand on regarde les réactions au sein de l'opinion, on voit que du côté des FCC, les gens sont contents du fait que les juges désobéissent, on peut dire ça ainsi, aux actes du chef de l'État. Pourquoi le FCC devrait-il se réjouir alors que le FCC est en coalition avec le cash du président de la République et que le FCC a organisé des marches récemment pour soutenir les institutions, entre guillemets. Alors, si on va de ce point de vue-là, et qu'on se rappelle aussi qu'il n'y a pas longtemps, l'ancien ministre de la Justice, il est devenu maintenant ancien, le vice-premier ministre Ntunda Yakassenda, a dit que l'ancien président, que lui avait appelé Yemei, l'avait encouragé à se présenter devant le juge et qu'il n'y aurait rien. Donc, on pense que les FCC pourraient, là il faut vraiment parler avec pincette, puisque nous n'avons pas de preuves, puisque les FCC, on se rappelle bien de cette phase du procès d'intention. Donc nous risquons de tomber dans le procès d'intention, puisque comme eux-mêmes ils ont l'habitude de dire, nous n'avons pas des éléments, mais moi personnellement, si je considère que ces juges ont été élevés à la sommité, puisque la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation, c'est le sommet de la justice, c'est le top. Lorsque vous êtes magistrat de carrière, puisqu'on ne fait pas carrière à la Cour constitutionnelle, on fait carrière par contre à la Cour de cassation, c'est-à-dire quand vous êtes magistrat, que vous avez gravi les échelons, le rêve de tout magistrat de carrière, c'est d'atterrir à la Cour de cassation, qui est le top. Alors quand vous avez été nommé avec des postes prestigieux, des responsabilités à la Cour de cassation, et que vous déclinez, on se pose bien la question de savoir s'il ne s'agit pas de manipulation, et on sait comment ça s'est terminé avec Ntunda Yakassenda. Monsieur Rick, entre-temps, dans le point de vue forme, le président
Sénat ne s'est pas présenté, la présidente Janine Mabunda de l'Assemblée nationale non plus, voire le Premier ministre. Vous ne trouvez pas que du point de vue forme, est-ce que ces ordonnances ne posent pas problème? Et qu'entre-temps, on risquerait de revenir sur l'attitude du Premier ministre qui avait dit si on l'avait au moins associé, on n'aurait pas eu ce genre de désagrément quand même au sommet de l'État. Bon, moi je pense que leur attitude est la continuité de la logique du Premier ministre Ilunkamba qui a décrié le fait que ces ordonnances, il s'agit des mêmes ordonnances qui n'ont pas été contresignées par le Premier ministre mais qui ont été contresignées par son intérimaire, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankondé. Donc l'absence du Premier ministre et de deux chambres du Parlement qui sont des personnalités très importantes puisque nous sommes dans un régime semi-présidentiel ou semi-parlementaire où l'exécutif est co-dirigé par le Premier ministre et le Président de la République qui se partagent le pouvoir avec le Parlement. Donc, ces personnalités devraient absolument rehausser de leur présence cette grandiose manifestation de prestation de serment, puisqu'il s'agit de la justice de notre pays. Mais leur absence montre bien que le FCC n'est pas d'accord avec ces ordonnances. Mais sur le plan de la forme, tous les constitutionnalistes nous ont bien démontré, et même eux du FCC nous ont montré que sur le plan légal, sur le plan juridique, il n'y a aucun problème. Ce sont des ordonnances. D'ailleurs, le président avait nommé 66 magistrats. Et sur les 66, il n'y a que 2 qui ont contesté. Tous les autres ont prêté serment hier et ils sont entrés en fonction. Les officiers militaires ont déjà fait la remise et reprise, ils travaillent déjà. Donc, je pense que pour moi, c'est pas vraiment, c'est pas un événement qui de nature à influencer la marche de manière positive ou négative du pays, mais il s'agit tout simplement des humeurs des personnes qu'elles essayent de transposer sur la vie normale au détriment du peuple congolais, ce qui n'est pas une bonne chose. Mais vous ne trouvez pas que petit à petit nous avançons vers une crise sérieuse? Parce que là, les institutions ne sont pas collées. Et pourtant, le chef d'État, il est le garant du bon fonctionnement des institutions quand on voit déjà. Parce qu'on pourrait déjà taxer ça des boudés. C'est-à-dire, les chambres des représentants ont boudé, le président a boudé, ça signifie qu'il représente le Sénat et le Parlement congolais, et puis le Premier ministre. Vous ne pensez pas que cette cohésion, quand ça se détruit et que nous tendons petit à petit vers une crise réelle? Bon, moi, je ne sais pas si on peut parler en termes de crise, mais je peux quand même rappeler à tous ceux qui sont en train de nous suivre maintenant qu'en 2014, si je ne me trompe de la date, le président Kabila avait nommé des commissaires généraux. Donc, c'est vrai que les découpages, la décentralisation est prévue par la Constitution de 2006, mais de 2006 jusqu'en 2014, on n'avait pas mis en œuvre cette politique prévue par la Constitution. En 2014, on s'est réveillé un matin, le président Kabila a nommé les commissaires généraux. C'est quelque chose qui n'est pas prévu dans la Constitution. Les gens, on avait crié, l'opposition a crié, la population a crié, mais les commissaires généraux étaient entrés en fonction jusqu'à ce que plus tard on a organisé les élections de 2011. De 2014, ce que je veux dire, à 2000... Ça s'est fait en 2000. Non, ça s'est fait avant 2011, n'est-ce pas? Jusqu'à ce qu'on avait organisé les élections de 2011 pour que ces personnes, et d'ailleurs la plupart de ces commissaires généraux, s'étaient présentés dans le compte du PPRD, parce que tous venaient de la famille politique du chef de l'État, et tous sont restés en fonction. Je pense que la Constitution donne quand même le pouvoir au chef de l'État, et il n'y a pas de contestation que il est le chef de l'État et l'autorité qui nomme et qui révoque. Là, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire, si le chef de l'État jouit de ses prérogatives constitutionnelles, ça ne devrait pas susciter des débats. Je pense que je ne sais pas s'il faut parler en termes de crise, puisque la Constitution attribue quand même des prérogatives constitutionnelles à chaque institution. Et l'institution, président de la République,
Et c'est là même qui requiert le pouvoir de nommer et de révoquer. À ce niveau-là, il n'y a pas de problème, comme l'ancien président Joseph Kabila l'avait fait en son temps, en nommant les commissaires généraux qui sont devenus des gouverneurs de province, même si cette disposition n'était pas prévue par la Constitution. On avait créé, mais... Ça s'est passé. Mais par rapport à votre expérience en tant que journaliste et analyste et journaliste d'investigation, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce qui pourrait advenir? La suite serait quoi? On va nommer d'autres magistrats? Est-ce que le chef de l'État va continuer, ou bien il y aura consultation, ou bien pour mettre la classe politique d'accord? Non, sur ce sont 6 magistrats nommés, 64 ont prêté serment hier et ils sont entrés en fonction. Seulement 2, je pense que toute personne a le droit de décliner un poste, fut-il ministériel. Vous pouvez être nommé Premier ministre pour des raisons qui vous sont propres. Vous pouvez estimer que ces postes... le docteur Mukwege a démissionné du comité de riposte de coronavirus dans le Sud Kivu. Ça n'a pas posé de problème. Je pense que nos 2 juges, bienvenue dans le monde des chômeurs, ils vont gonfler les rangs des chômeurs, mais sur le plan politique ou sur le plan de fonctionnement des institutions, cela n'aura aucune incidence. Le président de la République nommera d'autres personnes à leur place, puisque le Conseil supérieur de la magistrature, certainement que il fera. Parce que moi d'ailleurs, je pense que le président de la République, si j'étais président de la République, j'aurais considéré que je ne suis pas informé, je ne suis pas au courant. Puisque en principe, ces juges, s'ils n'étaient pas d'accord avec ces nominations, devraient s'adresser au Conseil supérieur de la magistrature et non. Nous avons déjà parlé dans cette émission de la notion de la saisine, c'est-à-dire une juridiction, il y a des canons, il y a des voies, il y a la procédure que la loi prévoit pour saisir telle ou telle institution. Si vous saisissez le président de la République, comme par exemple le Premier ministre Ilunga Kamba l'avait fait, en envoyant, si c'était lui qui l'a fait, puisque d'autres sources disent que c'est le FCC qui avait manipulé ça, mais si c'est lui qui l'a fait en envoyant son porte-parole dans un média, ça veut dire que le chef de l'État n'était pas au courant, le chef de l'État n'était pas informé. C'est comme à l'époque, j'essaie un peu de mélanger plusieurs notions pour permettre à ceux qui nous suivent de nous suivre. À l'époque où c'est le président Kabila, chaque fois on disait non, on ne veut plus de la MONUSCO doit partir. Mais on disait ça dans les médias, c'est-à-dire que le canal à travers lequel on devait informer les autorités internationales ou bien l'ONU qui a affecté la MONUSCO, ce canal-là n'était pas mis en branle. Ça veut dire que quand vous n'utilisez pas le canal prévu, la procédure prévue, c'est-à-dire que l'autorité dont vous parlez n'est même pas informée. C'est-à-dire, dans le cas d'espèce, à part le fait de constater leur absence, c'est-à-dire qu'ils étaient absents à la cérémonie d'investiture, mais le président n'est pas au courant des raisons pour... Je ne parle pas au nom du chef de l'État, je parle au nom des principes, au nom des procédures. Je parle au nom des principes qui sont prévus par les instruments juridiques qui régissent la République. C'est-à-dire qu'en principe, le chef de l'État n'est pas au courant des raisons qui ont fait qu'il ne soit pas là. Il constate seulement qu'il ne soit pas là. Il va demander à l'organe technique, qui est le Conseil supérieur de la magistrature, de lui faire le rapport pourquoi ces 2 juges n'étaient pas venus. Le Conseil lui fera le rapport et le chef de l'État décidera. Et ça dépendra de son bon vouloir. Mais moi, je pense que ces juges sont déjà entrés dans l'antichambre des chômeurs. Merci beaucoup, Éric Mwamba. Merci à Grand Journal et E-News 24 de nous avoir donné cette opportunité. Les cafés de E-News 24 et Grand Journal, nous vous remercions pour votre attention. Merci encore une fois, Éric Mwamba, pour les éclaircissements. Merci, cher Denis. À bientôt pour la nouvelle édition de notre café. Merci beaucoup. À vous, nous vous disons à la prochaine.